Sur le front oriental de la Seconde Guerre mondiale, une lutte se déroula, dépassant tout calcul préalable. Là, des millions de soldats allemands s'aventurèrent en territoire hostile, marqué par des distances immenses, des climats extrêmes et une population qui se transforma bientôt en ennemi implacable. Ce qui commença comme une campagne d'expansion rapide se convertit en un processus d'usure dans lequel les forces du Reich perdirent des hommes, des ressources et leur direction. Chaque kilomètre gagné exigeait un coût disproportionné et chaque ville occupée était une antichambre pour une résistance plus dure. L'armée soviétique, qui au début semblait affaiblie, réorganisa ses structures, multiplia ses effectifs et profita du temps pour frapper avec une plus grande intensité. Pendant ce temps, le pouvoir de la propagande en Allemagne ne parvenait pas à dissimuler les défaites croissantes, ni les chiffres de prisonniers qui ne revenaient jamais. La guerre, qui avait été conçue comme une démonstration de suprématie, finit par entraîner ses protagonistes vers un dénouement brutal. Comment tout commença-t-il, et pourquoi ces hommes finirent-ils morts ou captifs en terre soviétique ? Septembre de 1939, le piège qui changea tout. Tout au long d'août, le ton des messages venant de Berlin commença à devenir de plus en plus direct. Bien qu'on continuait de parler de chercher une issue avec la Pologne, cette alternative n'était plus considérée comme réelle. Dès les premiers jours du mois, le nom de Danzig commença à se répéter dans tous les rapports officiels. La ville, éloignée du territoire allemand depuis la fin du conflit précédent, était présentée comme le point où tout se tendait. Les déclarations parlaient d'agression contre la communauté allemande, et Varsovie était désignée comme responsable de provocations constantes. Dans les cercles du pouvoir, on ne mentionnait plus de conversation possible, seuls des arguments s'accumulaient pour justifier ce qui était déjà en cours. À l'approche des derniers jours du mois, les échanges diplomatiques continuaient, mais sans contenu réel. Les propositions envoyées depuis Berlin incluaient des conditions impossibles, qui étaient ensuite présentées publiquement comme des tentatives de dialogue rejetées par l'autre partie. Cette stratégie avait un seul but, construire l'image d'un gouvernement patient et serein, bien qu'en réalité une décision avait déjà été prise. L'important n'était pas de trouver des points d'accord, mais de donner forme à une histoire qui protégeât les véritables plans. Dans les derniers jours d'août, le langage utilisé dans les communiqués commença à prendre un ton d'urgence plus marqué. On parlait de mouvements étranges à la frontière, de menaces constantes, d'éventuels actes de sabotage ou d'espionnage. Certains médias publiaient même des nouvelles sur de prétendus déploiements de soldats polonais, sans preuve ni détails. Cette construction intentionnelle ne visait pas à éclaircir ce qui se passait, mais à préparer l'ambiance. Les gens devaient sentir que le pays était sous risque immédiat, que le calme avait une limite, que le silence du commandement montrait de la bonne volonté, tandis que les autres agissaient de manière obscure. Dans ce scénario fabriqué, Hitler fut de nouveau présenté comme la figure qui maintenait l'équilibre. Sa retenue apparente était présentée comme le dernier frein avant le conflit. Chaque fois qu'il apparaissait devant les caméras, l'idée qu'il misait encore sur une issue pacifique était renforcée, bien que tout fût déjà résolu d'avance. Cette posture à double face était maintenue sans faille. Tandis que les étapes concrètes vers la guerre étaient peaufinées, l'histoire publique continuait d'insister sur le fait que tout dépendait de la réaction polonaise, comme si éviter la violence était encore possible. Les transmissions radio insistaient sur le fait que le pays n'avait aucune intention d'entrer dans une autre guerre. Elles disaient que les cicatrices du passé étaient toujours présentes et qu'il suffisait d'un pas raisonnable de la part de Varsovie pour éviter une tragédie. Ce genre de message touchait les souvenirs de ceux qui avaient vécu le conflit précédent et cherchait également le soutien de ceux qui ne voulaient pas se battre, mais pourraient le faire s'ils sentaient que leur nation était attaquée. Là était la manœuvre, transformer un plan offensif en une réaction légitime. Cette campagne ne resta pas seulement à l'intérieur du pays. Des notes furent envoyées à d'autres capitales expliquant que l'Allemagne avait des liens anciens avec la ville de Danzig. On parlait de droits historiques, de réparation morale, d'équilibre régional. Tout était écrit avec des phrases qui sonnèrent bien, mais les diplomates comprenaient qu'il n'y avait pas de réelle intention de pactiser. Les dates étaient trop serrées, les exigences n'avaient aucune marge, et les menaces étaient incluses dans chaque dialogue. À l'intérieur de l'Allemagne, cependant, ces signaux n'arrivaient pas. Les journaux répétèrent le message du régime sans s'en écarter.
des témoignages de prétendues victimes disant avoir été expulsées par des soldats polonais ou de commerçants affirmant avoir perdu leur magasin suite à des attaques étaient à publier. Rien de tout cela n'était vérifié et une grande partie était inventée. Mais à force de le répéter encore et encore, cela finissait par être accepté comme vérité. Ce n'était pas la réalité qui nourrissait l'atmosphère, mais les mots. C'était une construction planifiée et maintenue avec ordre. Durant la nuit du 31 août, la station de radio de Gleiwitz fut enveloppée dans une scène étrange. Un groupe armé entra sans préavis, maîtrisa les employés et émit un message en polonais appelant à une rébellion contre les autorités allemandes. Dehors, gisait le corps d'un homme en uniforme de troupe spéciale, le visage défiguré, sans identification ni témoin qui aurait pu éclaircir les faits. Malgré cela, en quelques heures, les journaux parlèrent d'une attaque sauvage à l'intérieur même du pays. Ils le montraient comme une évidence claire que les provocations étaient déjà devenues des faits concrets, avec des victimes, des tirs et des attaques prétendument dirigées depuis Varsovie. Depuis la capitale, toute la machinerie de communication fut déployée sans laisser de place au doute. Rien n'était improvisé, même si cela en avait l'air. Chaque mouvement répondait à un plan caché, préparé par des hauts gradés et exécuté par des membres du SD et de la SS. Durant les semaines précédentes, de faux épisodes s'étaient accumulés, faisant partie de ce qui était connu en interne sous le nom d'Opération Himmler. C'était un montage calculé pour donner l'impression qu'il y avait du désordre à la frontière orientale. Des attentats furent simulés aux postes de contrôle, des explosions sur les voies ferrées, des incendies dans des zones rurales et de prétendues attaques contre des civils par des infiltrés. Tout avait été préparé depuis Berlin, avec une structure occulte qui utilisait des prisonniers sans nom, beaucoup d'entre eux condamnés, qui étaient habillés en soldats ennemis, exécutés et laissés comme preuve. Ensuite, des photos de ces scènes montées étaient prises pour les montrer comme des preuves directes d'une agression étrangère croissante. Le but central était de tout laisser prêt pour que la population voie comme inévitable et légitime une représailles immédiate. À travers les radios locales, les pamphlets et les bulletins, il était répété que les Allemands étaient victimes de provocations constantes, que la patience était déjà épuisée, et que les responsables avaient un visage, une langue et un lieu. Cela suffisait pour que n'importe quelle action puisse être présentée comme nécessaire. Depuis son bureau, Goebbels poussait cette idée avec toute son équipe, sachant que l'affaire Gleiwitz n'importait pas par son poids militaire, mais par l'effet symbolique qu'elle pouvait générer. Il ne s'agissait pas de la taille de l'incident, mais de ce qu'il pouvait éveiller parmi les gens ordinaires. Ceux qui écoutèrent les nouvelles devaient sentir que ce qui s'était passé était réel, que les signaux étaient clairs, que les journaux et les stations de radio coïncidaient en chaque mot. C'était la clé. Provoquer la rage, la peur et une sensation d'urgence immédiate. Il ne s'agissait pas de convaincre avec des données, mais de laisser semer une émotion si forte qu'elle ne laisse pas de place à l'analyse. Gleiwitz était présenté comme faisant partie d'une série d'attaques organisées de l'autre côté de la frontière, supposément tolérées par le gouvernement polonais. En réalité, tout avait été fabriqué en interne, avec la participation directe de la police secrète, des services de renseignement et des chaînes officielles, qui amplifiaient ces montages comme s'ils étaient des tragédies authentiques. On montrait des victimes inventées, des noms faux, des scènes montées avec des détails si précis qu'ils parvenaient à convaincre ceux qui n'avaient aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. En seulement quelques jours, le climat de la rue se transforma. Apparurent des affiches, des discours et des annonces qui parlaient de trahison, de défense de l'honneur et d'actes qui ne pouvaient rester sans réponse. Même ceux qui auparavant ne suivaient les nouvelles que par habitude commencèrent à répéter qu'on ne pouvait plus continuer ainsi, qu'on avait atteint un point limite et que, si on n'agissait pas avec décision, le pays resterait à la merci de ceux qui ne respectaient pas les règles. Tout était pensé pour paraître crédible, des costumes au corps tombés, en passant par les voix en polonais enregistrées par des locuteurs natifs. Goebbels le savait bien, il ne suffisait pas de convaincre beaucoup de monde, il fallait éliminer toute possibilité de doute à l'intérieur de l'Allemagne. Tout devait coïncider sans lacune, sans déclarations opposées, sans fissures qui permettraient qu'une version différente émerge. C'est pourquoi les détails techniques étaient évités, des dates exactes n'étaient pas données, et des phrases chargées d'émotions comme « violation de la souveraineté » ou « nouvel outrage de l'Est » étaient utilisées, les répétant en boucle. Plus que raconter ce qui s'était passé, ce qui était recherché était de pousser un état d'esprit collectif, créer la sensation que tout était sur le point d'exploser,
et que parler de dialogue était une trahison déguisée. Goebbels insistait toujours avec la même formule, ajustant seulement le ton selon le lieu ou le type de public. En privé, il savait que c'était une scénographie conçue avec soin. Les noms des prisonniers qui furent utilisés ne furent jamais connus. On ne dit pas non plus qui avait mis les faux uniformes. Ce silence faisait partie du livret. La vitesse à laquelle les communiqués étaient distribués l'était aussi. Il ne devait pas y avoir de pause où des questions pourraient s'introduire. Dans les rédactions, des ordres clairs furent donnés. Quelles phrases utiliser, quels sujets éviter, quels angles mettre en évidence. Si quelqu'un demandait pourquoi il n'y avait pas d'enregistrement, ou pourquoi des témoins civils n'apparaissaient pas, tout pouvait s'effondrer. C'est pourquoi, dès le premier moment, les explications techniques furent écartées, et l'accent fut mis sur des mots chargés de rage, sur la fierté blessée et sur l'urgence de faire quelque chose. Depuis le ministère de la Propagande, même les employés de moindre niveau reçurent des instructions pour répéter les phrases assignées sans rien changer. La farce dépendait de ce qu'elle soit perçue comme une menace étrangère impossible à ignorer. Et cela fonctionna parce qu'elle ne fut pas présentée comme un fait isolé, mais comme faisant partie d'une chaîne d'attaques fictives en plusieurs points de la frontière orientale, tous avec le même scénario. Tous conçus pour donner l'impression qu'il y avait un modèle clair qui exigeait une réaction directe, rapide et absolue. Chaque partie du plan était écrite depuis avant. Goebbels ne voulait convaincre ni les voisins ni le reste du monde. Seuls les Allemands l'intéressaient, parce que seuls eux devaient croire chaque mot. Seuls eux devaient accepter ce qui était déjà décidé, sans savoir que le premier pas avait été une scène qui n'eut jamais lieu. Le triomphe qui leur a fait tout croire. Très tôt, les sentinelles polonaises commencèrent à remarquer des mouvements inhabituels près de Westerplatte. Les officiers de service envoyèrent des avis urgents, mais personne ne s'attendait à ce que ce silence nerveux soit brisé d'une manière si violente. À 4h45, le vieux navire de guerre allemand ancré dans le canal tira ses premières bordées. Les détonations ébranlèrent la ligne côtière et projetèrent des débris sur les défenses. Ce n'était pas un incident isolé, comme on le croyait au début. Pendant ce temps, haut dans le ciel dégagé, des avions aux insignes noirs commencèrent à descendre. Les premières bombes impactèrent des zones clés près de la frontière, accompagnées de rafales de mitraille qui forcèrent les troupes polonaises à se couvrir là où elles trouvèrent protection. Les Stuka descendaient en piqué émettant ce bruit mécanique caractéristique conçu pour semer la peur, tout en localisant et détruisant les premiers foyers d'opposition. Dans d'autres secteurs, des colonnes de soldats allemands traversèrent les frontières par des chemins préalablement tracés. Certains se déplaçaient en véhicules légers, d'autres marchaient protégés par des tirs d'artillerie qui dégageaient le terrain entre arbres et constructions. L'incursion sur le sol polonais se déroulait avec un degré de planification qui montrait clairement que tout avait été prévu à l'avance. Dans les villages proches, la population se réveillait surprise par les explosions. Les alarmes eurent à peine le temps de sonner avant que de nouveaux bombardements ne frappent la zone. Les infrastructures ferroviaires, les nœuds de communication et les postes frontières étaient les principaux objectifs. Dans plusieurs zones, des commandos allemands agissaient sans uniforme, provoquant des pannes de courant, coupant les réseaux téléphoniques et sabotant les systèmes d'alerte. Depuis Varsovie, ils ne parvenaient pas à établir avec certitude combien de foyers d'attaque il y avait ni de quelle direction ils avançaient. Le long du corridor polonais, les commandements tentaient de regrouper leurs forces. Dans de nombreux cas, les supérieurs n'étaient pas localisables ou n'avaient pas reçu d'instructions. Le désarroi était presque absolu. Certaines unités offraient une résistance dans des positions mineures, mais elles furent rapidement éliminées, sans temps pour se réorganiser. Au carrefour ferroviaire, les défenses improvisées étaient dépassées sans effort. Dans certaines régions, les affrontements étaient plus prolongés, bien que l'interruption des communications empêchât de coordonner les réponses. La population civile, prise au milieu de l'avance, tentait de fuir par les chemins ruraux, sans direction ni refuge clair. Certains rencontraient des patrouilles allemandes qui les écartaient sans violence. D'autres restaient au milieu des fusillades. À mesure que les heures passaient, les attaques aériennes s'étendaient à de nouvelles zones et les rapports du front étaient de plus en plus chaotiques. Dans les centres de commandement polonais, les cartes se remplissaient de marques d'urgence. Les réseaux téléphoniques tombaient sans préavis et la liaison avec différentes positions était interrompue de façon soudaine. Certains généraux croyaient encore qu'ils faisaient face à une opération limitée, mais il devint vite évident que l'offensive était totale.
Les ordres mettaient du temps à être émis, et souvent les lieux vers lesquels ils étaient envoyés étaient déjà sous contrôle ennemi. Le désordre général annulait toute tentative de coordination. Dans plusieurs terminaux ferroviaires, les quais restaient déserts après les premiers impacts. Les convois militaires étaient atteints avant de pouvoir être mobilisés. Les formations qui devaient se rendre au front se voyaient forcées de se réorganiser sans directive claire. D'autres, sans instructions précises, restaient immobilisées entre des colonnes ennemies qui avaient déjà pénétré profondément dans le territoire. L'avance allemande couvrait une telle ampleur qu'il n'existait aucune ligne continue de confinement. Par des chemins ruraux, des véhicules polonais tentaient d'atteindre des points stratégiques, mais ils rencontraient des ponts inutilisables ou des routes bloquées. Dans les airs, les chasseurs et bombardiers du Reich se déplaçaient sans opposition. Les quelques défenses anti-aériennes actives étaient éliminées rapidement. Dans ces conditions, la capacité de manœuvre des forces polonaises était réduite à quelques zones isolées. Dans ce scénario, Westerplatte ne tombait toujours pas. La petite garnison polonaise, en nette infériorité numérique et technique, maintenait sa position. Malgré le feu naval et les bombardements constants, ces hommes résistaient retranchés dans des abris et des fortifications renforcées. Les incursions allemandes étaient contenues l'une après l'autre. Les pièges, les tirs précis et la géographie même du lieu retardèrent le contrôle de la zone. Cette ténacité prenait par surprise même les commandements allemands qui anticipaient une reddition immédiate. La lutte là-bas se transformait en un symbole, même si elle était inconnue en dehors de la région. Le reste du pays recevait à peine des nouvelles fragmentées de ce qui se passait en ce point isolé. Dans les zones limitrophes, les habitants tentèrent de s'adapter comme ils le pouvaient. Les commerces fermèrent leurs portes, les salles de classe restaient vides et les routes se remplissaient de familles qui fuyaient sans destination claire. Certains s'enfermaient dans leurs habitations, d'autres cherchaient refuge dans des églises ou des bâtiments publics. La confusion dominait tout. Personne ne savait combien de temps cela durerait, ni jusqu'où cela s'étendrait. Bien que des rumeurs circulaient, il n'y avait pas de données officielles sur la véritable ampleur des attaques, et les journaux locaux tentaient de reproduire les communiqués du gouvernement, bien que beaucoup n'arrivaient pas à être imprimés par manque d'électricité. Le jour avançait entre des détonations lointaines, des colonnes de fumée et un ciel couvert par le bruit constant des moteurs aériens. Avec cette première offensive sur la Pologne, la véritable guerre commençait pour les Allemands. Une campagne qui, dans ses étapes initiales, fut marquée par des avancées rapides, des conquêtes sans trêve et une machinerie de guerre qui semblait ne rencontrer aucune résistance. Mais cet élan initial, qui pendant des mois donna l'impression d'être imparable, ne tarderait pas à trouver ses propres limites. Plus tard, lorsque l'armée du Reich s'engagerait dans des territoires encore plus étendus, comme dans l'opération Barbarossa, l'échelle du conflit changerait complètement. Ce pouvoir qui en septembre semblait absolu finirait par affronter des défis qu'aucun plan n'avait prévus. Et ainsi en fut-il durant toute la guerre, jusqu'à ce que le véritable effondrement se produise et qu'avec lui arrive la souffrance de ses protagonistes, tant de ceux qui furent responsables que de ceux qui furent piégés sans faute au milieu de ce désastre. Le début d'un enfer qu'ils ne reconnaissaient pas encore. Au début de janvier 1945, les forces soviétiques commencèrent leur avancée vers la Prusse orientale avec un avantage clair tant en troupes qu'en ressources, et le franchissement de la Vistule se produisit en plusieurs points simultanément, marquant le début d'une offensive conçue pour piéger et désarmer les formations allemandes positionnées dans cette partie de la carte, tandis que le front s'étendait de la mer Baltique jusqu'aux Carpates, où dès les premiers jours, on remarquait que l'armée rouge avait affiné sa manière d'agir, car elle avançait rapidement, forçait la rupture du front ennemi et combinait un feu lourd avec des mouvements agressifs pour ouvrir le passage à l'infanterie et aux chars. Des lieux déjà passés sous contrôle soviétique arrivaient des commentaires sur des exécutions immédiates, des punitions de groupes entiers et des abus contre les femmes, et cette idée, qui pendant des années avait été répétée par le pouvoir comme une menace abstraite, apparaissait maintenant dans les voix de ceux qui fuyaient le front, où des femmes avec des enfants, des personnes âgées sans ressources et des gens sans aucune préparation décidaient de quitter leur maison dès que la nouvelle se répandait, que les troupes soviétiques étaient à quelques kilomètres, tandis que les faits survenus dans des villages comme Nemersdorf augmentèrent la terreur, car les récits de ceux qui parvenaient à s'échapper parlaient de meurtres au hasard et d'attaques multiples, et bien que les autorités aient tenté de limiter la circulation de cette information,
Certains fragments furent utilisés pour demander à la population de se défendre avec plus de force, bien que beaucoup avaient déjà compris que ce que disaient les discours du parti ne servait à rien face à ce qui se passait. Dans différentes localités, ceux qui représentaient le régime décidèrent de partir sans prévenir, abandonnant les civils à leur sort, et les groupes militaires chargés de maintenir le contrôle à l'arrière ne résistèrent pas longtemps non plus, tandis que dans diverses zones, la rapidité de l'avancée soviétique faisait que de nombreuses unités allemandes se retrouvaient piégées sans issue claire. Et en même temps, les réfugiés mal équipés et sans direction croisaient des soldats en retraite, formant des scènes chaotiques au milieu de chemins bloqués par des charrettes, des cris et des ordres confus. Et les rapports parvenant au haut commandement décrivaient un front qui s'effondrait en l'espace de quelques heures, car les divisions qui étaient là pour contenir le choc parvenaient à peine à se maintenir. Et bien que Guderian et d'autres généraux aient proposé de déplacer des renforts d'autres fronts, Hitler refusa et voulut maintenir des points qui avaient une valeur symbolique, ce qui aboutit à des villes et des villages complètement encerclés, où personne ne pouvait s'échapper et la population restait seule face à ce qui allait arriver. Les formations soviétiques utilisaient des manœuvres qu'elles connaissaient déjà, comme l'avancée en éventail pour encercler des zones importantes, l'utilisation massive d'artillerie pour détruire la résistance initiale et l'entrée rapide par différents flancs, et dans plusieurs cas, quelques heures de combat suffirent pour que les défenses tombent et que le lieu soit réduit en ruines, où le nombre de morts civiles augmentait, tandis que les maisons brûlaient au crépuscule, marquant le chemin par où les blindés étaient passés, ne laissant derrière eux que des restes et des décombres, et dans ces villages où quelqu'un était encore en vie, il n'y avait aucun endroit où retourner. Le temps a encore plus compliqué les choses, car les gens s'échappaient à pied, sans vêtements adéquats ni nourriture suffisante, et les bords des routes se remplissaient des corps d'enfants et de personnes âgées qui ne parvenaient pas à suivre le rythme sous le froid. Et au milieu de tout cela, beaucoup décidaient de jeter le peu qu'ils emportaient pour pouvoir avancer plus vite. Dans des lieux comme Königsberg, la peur est devenue partie intégrante de l'air, avec des magasins qui fermaient, des papiers officiels qui étaient brûlés et des personnes occupant des postes qui tentaient de fuir par tous les moyens, tandis que l'idée que toute la Prusse orientale allait tomber en quelques semaines ne semblait plus exagérée, et bien que certains aient essayé d'organiser une défense depuis la société civile, la plupart de ces ordres étaient ignorés par ceux qui ne pensaient qu'à survivre un jour de plus. C'est ainsi que commença l'effondrement de la Prusse orientale, une région qui avait été essentielle à l'identité du régime, et petit à petit ces villages cessèrent d'exister, les routes se remplirent de corps, les églises furent détruites ou prises par les soldats, et les files interminables de personnes qui tentaient de s'éloigner ne pouvaient pas comprendre entièrement ce qu'elles vivaient, car ceux qui parvenaient à traverser vivants vers des territoires plus sûrs le faisaient en portant sur eux quelque chose qui ne pouvait pas être facilement raconté, car tout ce qu'ils avaient vu n'avait ni forme ni comparaison avec quoi que ce soit qu'ils connaissaient. Dès le début de la campagne, ceux qui traversèrent la frontière vers l'intérieur soviétique ne trouvaient pas de structures défensives ni de villes actives, mais une sorte de terrain figé dans le temps, avec des villages pauvres, des rues non asphaltées et des maisons en bois si détériorées qu'elles semblaient abandonnées. Tandis que tout ce qui s'étendait devant eux était un champ vide, où la guerre ne semblait avoir ni forme ni direction. Et dans ces villages où même l'électricité n'était pas assurée, ce qui déconcertait le plus était l'absence totale de signes d'autorité, d'horaires visibles ou d'une figure représentant l'État, car on ne voyait personne en uniforme, ni de bureau, ni de policiers, ce qui rendait difficile de comprendre comment fonctionnait ce pays ou s'il pouvait réellement résister à une invasion aussi importante. Les gens qui y vivaient encore ne ressemblaient en rien à ce que les soldats avaient vu lors d'autres campagnes, car c'étaient des paysans épuisés, des femmes âgées utilisant de vieux outils, des enfants pieds nus avec des vêtements déchirés et des hommes si maigres qu'ils parlaient à peine, tandis que les gestes entre eux ne servaient pas à communiquer et la langue était complètement inaccessible, de sorte que cette distance devenait encore plus grande, comme si chaque pas qu'ils faisaient les emmenait plus profondément dans un lieu dont ils ne comprenaient ni la logique ni le rythme. Ce qu'ils voyaient de la route ne faisait que renforcer le sentiment d'être plongés dans quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler, avec des maisons faites de tôles et de bois improvisés, des puits utilisés comme unique source d'eau, des outils rouillés et de vieux symboles religieux accrochés au mur, où il n'y avait ni radio, ni horloge, ni rien qui indiquât la modernité ou la surveillance étatique,
tandis que les étables étaient remplies de nourriture mal conservée et qu'aucun contrôle militaire sérieux n'était visible. Et lorsque finalement apparaissait un signe du régime, comme un portrait de Staline ou une affiche de propagande, ce qui était perceptible, c'était que le pouvoir existait, mais qu'il se sentait lointain, désordonné et sans structure claire, comme si tout fonctionnait par inertie. Au fil des jours, ce qui au début semblait curieux se transformait en inquiétude, car il n'y avait pas de pillage possible, pas de contact avec les gens, ni de villes offrant quoi que ce soit, et chaque pas plus à l'est ne faisait qu'ajouter plus de vide, plus de routes ne menant nulle part, plus de villages qui ne semblaient avoir ni vie ni temps, et cette sensation s'accumulait, car ce qui épuisait n'était pas l'ennemi, mais l'idée que ce pays était une sorte d'énigme sans réponse, qui n'offrait pas de combat direct, mais ne livrait rien non plus. Et c'est pourquoi beaucoup commençaient à comprendre que cette campagne n'allait pas être courte, ni ressembler aux précédentes, et que ce qui allait venir serait plus lent, plus épuisant et plus incertain qu'ils ne l'avaient imaginé. Vers la mi-février de 1945, le front oriental s'effondra avec une rapidité que même les commandements les plus pessimistes n'avaient pas prévue. Les positions allemandes situées le long du fleuve Oder commencèrent à se fracturer sous la pression constante de l'avancée soviétique, tandis que les unités qui poussaient depuis la Vistule maintenaient leur rythme sans pause et se trouvaient déjà à faible distance du centre du Reich. Les lignes défensives, soutenues en majorité par des troupes jeunes, avec peu d'expérience et sans l'approvisionnement nécessaire, ne parvinrent pas à freiner le coup, et en recevant des attaques de plusieurs points simultanément, elles furent contraintes de reculer sans parvenir à une réponse coordonnée. À Berlin, les fonctionnaires du régime ne parvenaient plus à dissimuler l'ampleur réelle de la menace. Les communiqués continuaient d'utiliser un langage rigide, mais les versions qui circulaient depuis les zones de conflit étaient de plus en plus difficiles à cacher. Dans les rues se multipliaient les commentaires sur des villes effacées de la carte, des trains disparus et des colonnes entières de l'armée rouge qui s'approchaient sans s'arrêter. La pression se faisait sentir dans tous les recoins de la ville. Les alertes aux attaques aériennes continuaient de retentir, mais ce n'était plus la plus grande crainte. Ce qui arrivait par voie terrestre générait une angoisse qui se manifestait par la façon dont les gens renforçaient les abris, rassemblaient de la nourriture ou demandaient à voix basse des itinéraires d'évasion alternatifs. La possibilité d'un siège était de plus en plus concrète. Dès mars, les troupes soviétiques avaient appris des points clés le long de l'Oder d'où elles pouvaient lancer l'attaque finale. Dans les rues, on comprenait qu'il n'y avait pas assez de nouvelles troupes ni de plans solides pour défendre Berlin. Goebbels commença à parler en public plus fréquemment. Il organisait des événements, convoquait les voisins et parlait du passé glorieux de la ville, appelant à résister quartier par quartier. Mais sous cet enthousiasme fin, des signes s'accumulaient montrant que le moral collectif s'était brisé. Des rapports recueillis par la Gestapo faisaient état de personnes qui évitaient de parler du sujet, qui critiquaient le parti ou qui s'enfermaient simplement chez elles. Dans les couloirs du pouvoir, certains commençaient à remarquer que les réunions étaient de plus en plus courtes et les silences de plus en plus longs. L'armée rouge, pendant ce temps, ajustait les derniers détails. Des cargaisons de munitions arrivaient, des reconnaissances aériennes étaient organisées, les accès possibles étaient marqués. L'ordre d'en haut était d'avancer sans pause, de fermer la ville et d'empêcher qu'aucune forme de défense organisée n'émerge. Staline voulait que Berlin tombe sans délai et avec un impact visible pour tous. Dans les quartiers de l'Est et du Sud, les tirs commencèrent à se faire entendre au loin. Certains pensèrent à s'échapper, mais il ne restait plus de trains ni de routes ouvertes. Les signaux de fumée à l'horizon, les soldats blessés qui apparaissaient soudainement et les camions chargés de décombres annonçaient que le front était arrivé aux portes. Malgré cela, les radios continuaient à diffuser des chansons classiques et des discours aux mots creux. On parlait de lutte finale, de défendre chaque rue. Mais chaque jour, il y avait moins de gens qui croyaient à ces phrases. Les bâtiments publics étaient renforcés avec des sacs de sable, des armes étaient distribuées parmi les civils les plus loyaux et les responsables de la défense civile recevaient des papiers avec des ordres sans date précise. Dehors, les trottoirs étaient vides, personne ne croyait en une victoire. Silo, la porte qui s'est ouverte à l'horreur. Dans la seconde moitié d'avril 1945, l'armée rouge a lancé son offensive directe contre les environs de Berlin. Bien que la ville ne fût pas encore le centre des combats, les localités qui l'entouraient étaient déjà sous un feu constant,
Et l'un des points les plus importants de ce déploiement fut la zone du pont de Silo, où se concentrèrent les premiers affrontements massifs entre les forces soviétiques et ce qu'il restait de l'armée allemande. La région était composée de champs plats, de collines basses et de zones inondées qui compliquaient l'avancée des véhicules et des troupes, et c'est pourquoi les commandants allemands croyaient que ce terrain pouvait leur offrir au moins quelques jours supplémentaires de résistance avant que l'ennemi n'atteigne la capitale. Conscients qu'ils se trouvaient devant la dernière ligne naturelle protégeant Berlin, les Allemands ont rassemblé tout ce qu'ils avaient de disponible. Des troupes de la Wehrmacht, des restes dispersés d'unités Panzer et des groupes des SS furent réunis avec l'ordre de résister jusqu'au bout. Les positions défensives avaient été établies à la hâte entre les arbres et les zones élevées, avec des tranchées mal construites qui offraient à peine une couverture. Ceux qui étaient là savaient qu'ils n'en sortiraient probablement pas vivants. Lors des premières attaques, l'armée rouge a lancé de grandes quantités de projectiles et de roquettes pour briser les lignes allemandes. Les explosions étaient constantes et de nombreux villages proches furent réduits en ruines. Les soviétiques avançaient uniquement avec un soutien blindé. Les chars T-34 menaient les colonnes et derrière venait l'infanterie qui se déployait sur les flancs. Le bruit des moteurs, des tirs et des feux croisés s'entendait à des kilomètres, tandis que le ciel était couvert de fumée. Le pont de Silo est devenu le centre des combats les plus acharnés. Il avait été renforcé et était sous la défense d'unités mixtes d'artillerie et d'infanterie. Les soviétiques tentèrent de le traverser plusieurs fois, mais chaque vague leur coûtait des dizaines de pertes. Les défenseurs utilisaient ce qu'ils avaient sous la main: grenades, armes anti-chars, explosifs improvisés. Certains pelotons soviétiques réussissaient à atteindre les extrémités du pont, mais étaient repoussés par des attaques rapides. Les pertes étaient élevées des deux côtés. Au même moment, les combats se multipliaient à d'autres accès de la capitale. Dans les secteurs est et sud-est, des groupes allemands tentèrent de freiner l'avancée soviétique en utilisant des embuscades depuis des forêts ou des structures vides. Ils connaissèrent le terrain et essayèrent de ralentir l'avancée. Malgré cela, le nombre de soldats de l'armée rouge était accablant et leur puissance de feu ne diminuait pas. En peu de temps, les maisons étaient reprises et converties en points de tir, tandis que les routes étaient couvertes de véhicules détruits et de restes d'unités tombées. Les ordres du côté soviétique étaient clairs: avancer sans retenue. La priorité était la rapidité plutôt que la conservation des hommes ou des équipements, et cela impliquait des attaques directes sans détour. Chaque carrefour, chaque hameau se transformait en zone d'affrontement. Presque toute la population avait été évacuée, mais certains civils restaient cachés sous terre. À plusieurs endroits, les combats duraient des heures jusqu'à ce que les Allemands se rendent ou soient éliminés. Le pont de Silo finit par céder. Les Soviétiques ouvrirent un corridor après avoir rompu une partie des défenses et avoir flanqué par le côté droit. Après cela, davantage de véhicules et de troupes commencèrent à entrer par l'est. La ligne allemande dans ce secteur s'effondra, et ceux qui réussirent à en sortir vivants entamèrent la retraite vers les quartiers extérieurs de Berlin. Depuis certaines hauteurs, on pouvait déjà apercevoir la silhouette de la ville. Bien que Silo fût perdu, quelques détachements allemands offraient encore de la résistance sur d'autres routes. Vers le nord et le sud-ouest, il y eut d'autres accrochages, beaucoup d'entre eux brefs, avec des attaques depuis des positions cachées et des retraits immédiats. Dans certains cas, des chars allemands tendaient des embuscades depuis des zones boisées et réussissaient à détruire des véhicules soviétiques avant d'être éliminés. Ces actions ne changèrent plus le déroulement de la bataille, mais elles réussissaient à ralentir l'avancée pendant quelques heures. Dans les zones rurales proches, le panorama était tout aussi confus. Des troupes dispersées tentèrent de se regrouper, mais les ordres étaient contradictoires. Plusieurs officiers étaient morts, et les remplaçants ne savèrent pas comment agir. Le moral était bas. Ils savaient qu'il n'y avait plus rien à gagner, mais la peur d'être exécutés pour désertion les poussait à continuer. Certains réussissaient à fuir à pied ou dans des transports improvisés, profitant de la confusion du moment. Le terrain continuait de tout rendre difficile. Les pluies avaient laissé les champs remplis de boue, ce qui rendait presque impossible de déplacer l'artillerie ou les chars lourds. Les soviétiques s'adaptaient, évitaient les zones les plus affectées et ouvraient des chemins par des secteurs latéraux où aucun combat n'était attendu, ce qui créait des brèches dans la ligne allemande qui étaient exploitées pour avancer sans interruption. En quelques jours, les affrontements cessèrent de se produire en espaces ouverts et commencèrent à pénétrer dans les premières rues de Berlin. L'encerclement se refermait.
Les colonnes soviétiques qui venaient du sud se joignaient à celles qui arrivaient par l'est, formant un anneau qui se resserrait chaque jour davantage. Les commandements allemands tentaient de réorganiser leurs troupes, mais chaque tentative était interrompue par de nouvelles attaques ou par des bombardements qui détruisaient tout. La bataille avait déjà laissé les champs derrière elle. Maintenant, chaque rue serait un nouveau front. Mains qui tremblaient, sous terre. Alors que les tirs et les explosions se rapprochaient des zones centrales de la ville, ceux qui étaient encore à Berlin faisaient tout leur possible pour rester en vie au milieu d'un environnement qui n'offrait plus ni ordre ni service de base. Les rues étaient jonchées de débris de bâtiments, de vitres brisées et de véhicules abandonnés. Les tramways ne fonctionnaient plus, l'eau n'arrivait que par intermittence à certains endroits, et l'électricité apparaissait pendant quelques secondes avant de se couper complètement. Survivre était devenu une tâche quotidienne qui combinait la recherche de nourriture, la nécessité d'éviter les bombardements et l'effort de ne pas craquer. La plupart des hommes adultes étant au front, ceux qui restaient piégés à l'intérieur étaient, en majorité, des femmes, des personnes âgées et des enfants. Les mères aménagèrent des espaces improvisés dans les sous-sols, utilisant de vieux matelas, des couvertures et des meubles cassés pour offrir une certaine protection. Certaines familles partageaient l'endroit avec des voisins, d'autres s'enfermaient pendant des jours sans monter, attendant que le bruit des tirs cesse. La peur des combats s'ajoutait au manque de nourriture, de médicaments et de repos. Les personnes âgées pouvaient à peine se déplacer parmi les décombres. Certains marchaient avec des cannes, traînant des sacs remplis de chiffons ou de bois de chauffage. D'autres restaient immobiles à l'intérieur de ce qu'il restait de leur maison, près de petits poêles qui suffisaient à peine à réchauffer l'air. Dans plusieurs secteurs, la fumée des feux de camp faits avec des morceaux de meubles se mêlait à l'odeur d'humidité. Les pluies de printemps rendaient tout pire. L'eau s'infiltrait par les toits brisés et descendait jusqu'aux étages inférieurs, où beaucoup dormaient entassés. Les écoles étaient refermées depuis longtemps, et beaucoup étaient maintenant des endroits où l'on soignait les blessés ou où l'on entassait les corps. Les plus jeunes passèrent les jours sans parler, regardant les murs tandis que les obus continuaient de tomber dehors. Les abris souterrains restaient le seul endroit offrant un peu de sécurité. Sombres, avec une forte odeur et peu de ventilation, ils étaient utilisés par des groupes de voisins qui ne pouvaient que patienter. Certains essayaient de maintenir une routine minimale, allumer une bougie à la même heure, distribuer le pain entre tous, lire des extraits de livres que quelqu'un avait apportés. Mais la tension ne diminuait jamais. Chaque explosion proche faisait crier les enfants, serrait les mères dans leurs bras et laissait les personnes âgées immobiles, en silence, espérant que les murs tiendraient ouais. Il est bon. Sur les places, l'herbe n'existait plus. Les gens l'avaient arrachée pour nourrir les animaux ou l'utiliser comme combustible. Les fontaines étaient asséchées, les arbres brisés, et certains essayaient de pêcher dans des canaux remplis de ferraille et d'eau sale. Même ainsi, l'urgence poussait à sortir, ne serait-ce que quelques minutes. Les bâtiments de l'État étaient tout aussi effondrés. Beaucoup avaient été occupés par des soldats blessés, des personnes déplacées ou des voisins qui n'avaient nulle part ailleurs où loger. Les sous-sols étaient divisés avec des couvertures, on cuisinait avec ce que l'on trouvait, en utilisant du charbon en sac ou du bois arraché aux portes. L'odeur de la nourriture se mêlait à celle de la transpiration, des vêtements sales et des toilettes bouchées. Il ne restait presque plus de conditions d'hygiène minimale, ce qui entraînait la multiplication des maladies. Dans plusieurs quartiers, il n'y avait plus d'autorité. Les décisions étaient prises par les voisins ou par quiconque possédait une arme. On volait dans les maisons qui étaient déjà vides. Certains tentaient d'organiser des rondes de surveillance, mais tout était dépassé par le désespoir. Dans ce climat, le danger venait aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Les quelques lignes téléphoniques qui restaient actives étaient uniquement à usage militaire, et le courrier ne fonctionnait plus. Ceux qui s'occupaient de la santé tentaient de noter les noms sur des cartons, mais l'eau, le vent et les rats emportaient tout. Les familles essayaient de conserver un semblant de dignité, mais tout cela était déjà loin. Entre explosion et explosion, ce que l'on ressentait le plus était le silence. On y entendait des pleurs, des respirations haletantes ou le son de quelqu'un qui ne répondait plus. Berlin était maintenant un mélange de fumée, de faim, de débris et de peur, et chaque journée qui passait était un jour de plus au bord de la faim. Malgré tout, au milieu de ce désordre, des gestes minimes d'aide continuaient d'exister, de partager le peu que l'on avait, même si personne ne savait combien de temps tout cela pouvait encore durer. Combats finaux dans la Wilhelmstrasse.
Depuis le 26 avril, les affrontements à l'intérieur de Berlin ont pris un autre rythme. Les unités soviétiques, divisées en groupes d'assaut, se déplaçaient dans des rues étroites, esquivant des barricades faites de tout ce qui était disponible, des ruines encore fumantes et des passages où des combattants se cachaient dans des tunnels et des sous-sols. Il ne s'agissait plus d'avancer en terrain découvert, mais de combattre à quelques mètres. Des grenades, des lance-flammes et des tirs à travers des murs brisés étaient utilisés plus que des formations traditionnelles. Le système de transport souterrain est devenu un terrain crucial lors des combats finaux. Certaines stations centrales, comme Stadtmitte et Friedrichstraße, ont été utilisées comme points de rassemblement par les derniers groupes du Volkssturm, composés de personnel sans instruction militaire, des personnes âgées, des adolescents et des fonctionnaires. Mal armés et sans réelle préparation, ils ne résistaient que quelques heures avant de s'effondrer. En même temps, l'armée rouge a commencé à utiliser les tunnels du métro pour se déplacer sous le sol urbain et surgir soudainement dans des zones clés, comme les cours intérieures, les places et les accès aux bâtiments officiels. Cette façon d'avancer désarticulait complètement la défense allemande, car de nombreux postes étaient dépassés sans comprendre par où l'ennemi était arrivé. Dans de nombreux secteurs, la résistance était confinée à des sous-sols improvisés, des bureaux détruits ou des entrées murées, sans capacité de réorganisation face à un siège qui venait déjà de l'intérieur. Un des épisodes les plus symboliques fut l'assaut du Reichstag. Bien que le bâtiment fût déjà vide et endommagé, il restait une image de pouvoir. Plusieurs groupes de l'armée rouge, accompagnés de caméramans et de dirigeants politiques, ont participé à la prise. Les photos et enregistrements de soldats hissant le drapeau ont marqué la fin visuelle du régime. À l'intérieur des lieux, les conditions étaient extrêmes, sans lumière, avec des couloirs remplis de cadavres et des combats au corps à corps. Certaines zones brûlaient, d'autres étaient inondées par de l'eau contaminée qui s'échappait des canalisations rompues. Les combats dans le centre se sont étendus aux bâtiments officiels, ministères, commissariats, sièges du parti. Chaque espace était un nouveau front. Dans de nombreux cas, la défense restait entre les mains de groupes isolés sans communication entre eux. L'armée rouge faisait pression sur plusieurs fronts en même temps. Les pertes étaient constantes. On se battait dans les escaliers, les cours et les salles fermées, utilisant des explosifs pour traverser murs et plafonds. Le Volkssturm fut complètement désarmé. Ses membres n'avaient pas les moyens de tenir. Ils affrontaient des chars, des tirs lourds et des ordres qui n'avaient plus de sens. Beaucoup sont tombés sans avoir tiré. Ceux qui ont survécu se sont cachés, ont enlevé leur uniforme ou ont tenté de se rendre seuls. Certains furent exécutés en étant trouvés vêtus en combattants. Les SS, en revanche, continuèrent à se battre avec un mélange de fanatisme et de désespoir. Ils utilisaient des tunnels pour attaquer par surprise ou transformaient des bâtiments en points de résistance. Le dernier jour du pouvoir nazi. Entre le 20 et le 30 avril, Adolf Hitler est resté à la chancellerie avec ses plus proches collaborateurs, tandis que Berlin était complètement encerclé par les forces soviétiques. Les communications échouaient fréquemment, les rapports arrivaient incomplets, et la tension montait à mesure que l'inévitable se confirmait. Chaque rapport venant de l'extérieur indiquait qu'il n'y avait plus de routes ouvertes ni d'unités capables d'inverser la situation. La ville était isolée et l'issue devenait imminente. Hitler passait la majeure partie de son temps dans la salle des cartes ou dans son bureau. Lors des dernières réunions, il recevait des rapports de certains commandements qui conservaient encore une autonomie partielle, bien que la plupart étaient déjà isolés ou en repli. Eva Braun restait à ses côtés. Ils entretenaient une relation depuis plus d'une décennie, mais ce n'est que durant ces jours qu'ils prirent la décision de la formaliser de manière symbolique. Martin Bormann, en tant que secrétaire, maintenait les routines de base à l'intérieur du bunker. À ses côtés se trouvait Joseph Goebbels, son épouse Magda, la dactylo-Traudl Jung et d'autres employés du cercle intérieur. Les discussions tournaient autour de l'opportunité de se rendre, de fuir ou de continuer à résister. Hitler ne voulait pas parler de négociations. Le 29, il rédigea un document qui mêlait instructions politiques et sa vision du conflit. Il le dicta mot pour mot et le remit à plusieurs messagers qui tentèrent de sortir du siège. Au même moment, tous ceux qui étaient à l'intérieur du bunker se préparaient pour la fin. Le 30 au matin, Hitler réunit les derniers chefs militaires qui étaient encore à Berlin, leur donna des indications sur son remplacement et répartit les tâches restantes. Plus tard, il s'enferma avec Eva Braun dans sa chambre.
Peu après, des témoins racontèrent que leurs corps furent retrouvés ensemble et transportés dans le jardin de la chancellerie, où ils furent brûlés selon son ordre direct. Après que le suicide d'Hitler fut connu, les couloirs du bunker n'éclatèrent ni en cris ni en chaos, mais dans une quiétude étrange. Bormann s'empressa de détruire des documents confidentiels, tandis que d'autres choisirent de fermer les portes et de ne rien faire d'autre. Goebbels prit la décision de rester avec sa famille, sans rien expliquer au reste. Des tâches minimales continuaient d'être accomplies: allumer la radio, distribuer un peu de nourriture, enregistrer des rapports sans valeur. Jung se souviendrait que l'air semblait plus lourd, comme si l'absence du Führer avait vidé de sens chaque geste. Les voix baissèrent de ton, et les horloges continuaient de marquer le temps, bien que plus personne n'attendît d'ordre. L'idée de la fin n'était pas prononcée, mais elle était à chaque coin de rue, flottant dans la routine sans but de ceux qui restaient en bas. Tandis que le centre du pouvoir se désagrégeait sous terre, hors du siège, les commandements qui conservaient encore un peu d'autonomie tentaient de maintenir une apparence de contrôle, bien qu'il n'y eût plus de direction unifiée ni d'espoir d'inverser l'effondrement. Dans ce contexte, l'amiral Dönitz, désigné comme successeur après la mort d'Hitler, tenta d'établir un lien direct avec les Britanniques et les Américains pour négocier des redditions partielles, dans le but de freiner l'avance de l'armée rouge. Cette manœuvre, à peine esquissée dans les dernières heures, ne se transforma jamais en une proposition concrète. Pendant ce temps, les combats se poursuivaient dans différentes régions. Il y avait encore des troupes allemandes actives dans les zones baltes, dans certaines parties de la Tchécoslovaquie et dans le nord de la Norvège, avec des ordres qui n'avaient plus de sens. Dans la ville de Reims, les représentants du haut commandement allemand se sont réunis avec les chefs alliés de l'Ouest pour signer le document qui mettait fin au conflit en Europe. Le général Alfred Jodl fut chargé de signer au nom de l'Allemagne pendant la nuit du 6 au 7 mai. La réunion eut lieu dans une salle de commandement en territoire français, où Eisenhower et son équipe fixèrent le cessez-le-feu pour le jour suivant. Cependant, les soviétiques refusèrent que cet acte soit la clôture officielle. Le maréchal Zhukov exigea que cela soit répété à Berlin en présence directe de l'armée rouge et avec des représentants visibles du commandement allemand. C'est pourquoi, le 8 mai au soir, Wilhelm Keitel et d'autres officiers se présentèrent dans une école technique du quartier de Karlshorst, où l'armée rouge avait installé un quartier général provisoire. Là, un document plus long fut à nouveau signé, dans lequel le commandement allemand acceptait une reddition totale, sans condition, valable pour tous les fronts. Ces deux actes, d'abord à Reims et ensuite à Berlin, marquèrent la clôture formelle du conflit en Europe, bien que dans les jours suivants il y ait eu encore des affrontements isolés. Certaines unités perdues sur le Danube, dans des zones rurales d'Autriche ou dans le nord de la Tchécoslovaquie, n'avaient pas reçu l'ordre de cesser le feu ou préféraient continuer quelques jours de plus par crainte de tomber prisonnières des Soviétiques. Plusieurs commandants tentèrent d'atteindre les lignes alliées pour se rendre aux Britanniques ou aux Américains, en traversant l'Elbe s'ils le pouvaient. Jodl et Keitel laissèrent tous deux des images différentes à la fin. Jodl, épuisé, adopta un ton plus diplomatique et chercha à clore le processus rapidement. Keitel, en revanche, conserva un geste rigide, comme accroché au modèle militaire qu'il avait soutenu pendant toute la guerre, bien que sans pouvoir réel. Tous deux furent finalement jugés à Nuremberg pour leur rôle dans le conflit. En même temps, des groupes isolés qui restaient actifs dans les Alpes ou cachés dans des zones boisées se rendirent, comme des vestiges des SS qui avaient réussi à s'échapper de Berlin, ou des formations du Werwolf qui n'avaient jamais réussi à agir avec force. Dans certains endroits, la reddition fut simplement le résultat d'un accord direct entre des officiers allemands et des commandements alliés locaux, sans l'intervention des autorités centrales. En vérité, la chute du Troisième Reich fut une somme de redditions partielles, entre le 1 et le 11 mai, chacune adaptée au type de front ou à l'état des troupes. Mais les deux documents signés à Reims et à Berlin restèrent les symboles visibles de la clôture d'une guerre qui avait détruit des villes entières et des millions de vies. Dans les mains du vainqueur. Lorsque les troupes soviétiques sont entrées dans le centre de Berlin, la guerre était déjà terminée, mais le désordre n'a pas pris fin. Les jours suivants, la chute du régime fut remarquée par une violence qui alla au-delà du combat. Des milliers de soldats de l'armée rouge, sans ligne d'instruction claire, agirent par impulsion, guidés par un mélange de revanche et de rage qui se déchaîna sans contrôle.
Au milieu de rues dévastées et de bâtiments détruits, commencèrent les pillages, les attaques de domicile et une tension qui marqua dès le début le ton de l'occupation. Au fil des jours, certaines unités soviétiques commencèrent à prendre des maisons entières, expulsant les familles qui y vivaient encore. Elles emportèrent depuis des objets personnels jusqu'à des machines et des équipements de travail. Dans de nombreux quartiers, la seule chose qui fut épargnée furent les bâtiments qui étaient déjà en ruine. Les radios cessèrent de fonctionner, les téléphones furent contrôlés et les communications civiles tombèrent sous domination soviétique. Au même moment, la nouvelle structure administrative fut mise en place. Des commissaires envoyés par Moscou commencèrent à parcourir les postes de police et les bureaux publics pour établir le contrôle. Des papiers furent distribués, des listes furent demandées et les inspections commencèrent. Certains tentèrent de s'échapper vers l'ouest, sans succès. Les changements furent rapides, les écoles furent révisées par des chefs politiques, les imprimeries restèrent sous surveillance et les anciens bâtiments du parti nazi passèrent aux mains soviétiques. Le drapeau rouge commença à être vu à certains points clés et les patrouilles marchaient dans des zones assignées. Les zones sous contrôle soviétique étaient bien marquées et protégées et quiconque traversait sans permission vers les secteurs occidentaux était arrêté sans préavis. De nombreux habitants tentèrent de s'adapter par des gestes d'obéissance. Ils remettaient des papiers, balayaient les rues ou participaient au premier décompte. D'autres préféraient se cacher, sans contact avec personne, craignant d'être signalés pour avoir été liés au régime antérieur. Les enfants et les vieillards étaient les seuls qui pouvaient encore marcher sans tant de pression, bien qu'eux aussi ressentaient l'ambiance chargée qui régnait à chaque coin de rue. Au milieu de tout cela, une nouvelle narration arriva également. Des pamphlets, des haut-parleurs et des discours présentaient l'armée rouge comme une force libératrice. Bien que certaines personnes écoutassent attentivement, la plupart se méfiaient. Ce que disaient les haut-parleurs ne correspondait pas à ce qui se passait à l'extérieur. La présence soviétique marqua la fin du conflit, mais fut aussi le début d'une nouvelle étape, contrôlée de l'extérieur et sans espace pour ce qui restait de la volonté propre parmi les ruines. Loin du centre de Berlin, ceux qui avaient réussi à s'échapper ne trouvaient pas non plus de repos. Sur les routes persistaient les agressions, les abus et le désordre, même parmi les personnes déplacées elles-mêmes. Certains groupes tentaient de s'organiser en répartissant les fonctions de base, mais la plupart avançaient guidés uniquement par la nécessité de survivre. En entrant dans des zones contrôlées par les forces alliées, les réfugiés étaient conduits à des points de classification gérés par le commandement militaire. Là, ils étaient rassemblés pour recueillir des données, identifier d'éventuels soldats cachés et définir leur prochaine destination. Cependant, la surcharge et la désorganisation faisaient que beaucoup restaient retenus pendant de longues périodes sans information ni garantie. Les conditions générales étaient extrêmement précaires. L'arrivée massive de personnes a dépassé toute prévision. Les lieux aménagés pour les accueillir manquaient d'articles essentiels, matelas, couvertures, nourriture, personnel sanitaire. L'eau était rationnée. Les toilettes s'effondraient après peu de temps, et de nombreuses zones sont restées sans nettoyage pendant des jours. Certains sont tombés malades sans avoir reçu de soins. D'autres ont été rapidement relogés uniquement pour libérer de l'espace, sans savoir où ils allaient. Les histoires qui circulaient depuis ces points d'accueil faisaient état d'une confusion totale, de listes égarées et de procédures bloquées. Certains réfugiés conservaient des objets familiers comme unique référence de leur origine. D'autres se résignaient au silence, attendant des nouvelles qui n'arrivèrent jamais. Le traitement des réfugiés variait selon la région. Dans certains secteurs, on essayait de maintenir une certaine organisation avec le soutien de groupes d'assistance, mais le volume de personnes déplacées dépassait toute capacité de réponse. À d'autres endroits, les fonctionnaires les classaient simplement comme une charge supplémentaire, sans savoir comment les redistribuer. Au fil des jours, des critères de base pour leur réinstallation ont été définis. Certains ont été envoyés dans des villages détruits où une aide physique était nécessaire, d'autres dans des zones agricoles manquant de main-d'œuvre. Mais la majorité est restée bloquée dans une bureaucratie lente et saturée. Les listes pour accéder à un logement étaient interminables et beaucoup ont fini logés dans des installations improvisées, sans documentation ni garantie minimale. Les familles séparées pendant le voyage ne se sont presque jamais réunies. Les moyens de communication étaient limités, les bureaux de recherche ne suffisaient pas
et les trains d'évacuation ne suivaient pas de route fixe. Les uniques moyens de chercher quelqu'un étaient des affiches faites à la main, des notes dans les gares ou des messages collés sur les murs des églises. Ce mouvement massif a laissé des traces profondes, non seulement à cause de la douleur et de la perte, mais parce que des milliers de personnes sont restées sans papier clair, ne sachant pas si elles étaient citoyens d'un endroit ou d'un autre. Les frontières changeaient, et les traversées impliquaient de nouvelles règles, de nouvelles langues et de nouvelles autorités qui se méfiaient de tout ce qui venait du côté vaincu. Au bout de ce chemin incertain, quelques-uns ont réussi à s'installer quelque part. Pour beaucoup d'autres, le destin a été de rester bloqué entre des ruines, des démarches sans fin et des promesses que personne ne pensait tenir. L'autre mort du soldat allemand. Quand les derniers coups de feu ont cessé et que la guerre a pris fin, des milliers de soldats allemands sont restés en uniforme, dispersés et sans direction claire. Ils ont été encerclés ou interceptés sur des routes rurales, dans des villages, des gares ou des champs ouverts, et la plupart se sont rendus sans offrir de résistance. Ils savaient que continuer à se battre n'avait plus de sens. Les colonnes étaient désarmées et épuisées, avec des hommes sans nourriture ni destination. Ceux qui portaient des insignes d'unité d'élite, comme les SS ou les divisions blindées, étaient mis à l'écart immédiatement. Les détentions manquaient de processus formels. Des listes improvisées étaient dressées, des interrogatoires étaient menés au bord du chemin, et les armes, cartes, documents, ceintures et tout objet de valeur étaient réquisitionnés. Beaucoup étaient obligés de se déshabiller pour identifier des tatouages, des symboles politiques ou toute marque qui les liait au parti. Dans certaines zones rurales, éloignées des centres de détention formels, de petits détachements soviétiques choisissaient d'improviser la rétention des prisonniers dans des hangars, des étables, ou même dans des clôtures en bois. Les groupes fraîchement capturés étaient entassés sans nourriture ni abri, en attendant des instructions qui souvent n'arrivaient pas. Le chaos de la fin de la guerre et le manque de communication généraient des décisions erratiques. Certains commandants décidèrent par eux-mêmes qui maintenir en vie et qui laisser derrière. Souvent, les interrogatoires se faisaient à l'air libre, sous les menaces et les coups, cherchant à obtenir des informations rapides sans aucune procédure. Les plus jeunes ou ceux qui parlaient russe avaient plus de chances d'être affectés à des travaux forcés. Les officiers, en revanche, disparaissaient souvent peu de temps après sans laisser de traces. Les soldats du rang étaient organisés en colonnes de marche, de 50 à 100 hommes. Ils marchaient sans savoir où ils allaient. Si quelqu'un s'arrêtait, s'écroulait ou essayait de s'échapper, il était abattu sur le champ. Beaucoup n'ont pas survécu aux transferts initiaux. Certains ont été obligés de traîner des blessés ou de porter les corps de camarades tombés. Ceux qui arrivaient en vie étaient rassemblés à des points de concentration, où ils étaient comptés encore et encore, classés par origine et affectés immédiatement à des tâches. Ceux qui parlaient russe ou tentaient de collaborer se voyaient attribuer des fonctions précises comme interprètes ou cuisiniers, bien que cela ne garantisse ni un traitement différent ni la sécurité. Les déportations vers l'Est ont commencé parallèlement à la chute de Berlin. Des trains de marchandises fermés étaient remplis, avec des portes bloquées et sans vivres. Les prisonniers étaient entassés, debout ou assis sur le sol métallique. On ne leur donnait ni eau ni couverture, et les arrêts étaient imprévisibles. Certains mouraient en cours de route, d'autres étaient jetés par les portes en marche. Les trains n'avaient pas de destination annoncée. Dans les camps de destination, les prisonniers descendaient en courant, encerclés par des chiens et des soldats armés. Si quelqu'un parlait, établissait un contact visuel ou trébuchait, il était battu ou puni. À partir de ce moment, ils cessaient d'être des soldats et devenaient seulement de la main-d'œuvre disponible. Les camps où ils étaient envoyés se trouvaient dans des régions difficiles d'accès comme la Sibérie, l'Oural, la Biélorussie, l'Ukraine ou les montagnes du Caucase, des lieux éloignés de tout centre urbain, où l'environnement naturel était aussi hostile que les conditions imposées. Ces prisonniers étaient contraints de participer à des tâches extrêmement exigeantes. On leur assignait la reconstruction de routes, la restauration de voies ferrées détruites, le nettoyage de décombres dans des villes dévastées, l'abattage d'arbres dans des zones reculées ou la construction de structures publiques dans des zones réduites en ruines. Aucun outil en conditions optimales ne leur était fourni. Dans la plupart des cas, ils devaient se servir de leurs propres mains ou d'instruments détériorés qui remplissaient à peine leurs fonctions. Les journées de travail n'avaient pas de durée définie et à de nombreuses occasions, elles se prolongeaient de l'aube jusqu'à la nuit sans interruption,
même sous des tempêtes de neige ou avec des températures étouffantes. Pendant l'hiver, l'eau potable se faisait rare car elle gelait, tandis que pendant les mois de chaleur, il n'y avait ni ombre ni protection contre l'exposition continue au soleil. Ils portèrent des vêtements usés par l'usage et les intempéries et se reposaient, lorsque cela était permis, sur des surfaces humides ou des sols durcis par le froid. Les baraquements où ils s'entassaient étaient affectés par des foyers constants de maladies contagieuses, remplis d'insectes et dépourvus de tout type de soins de santé. La ration quotidienne suffisait à peine pour se maintenir debout. Un mélange dilué d'ingrédients imprécis, du pain en décomposition ou des restes partagés entre plusieurs personnes. Dans leur désespoir, certains étaient obligés de fouiller dans les déchets ou d'échanger des objets personnels contre de la nourriture. Toute action en dehors du règlement, même rester immobile sans ordre préalable, était punie. Les peines variaient de la contrainte à rester des heures en position forcée à l'isolement dans des structures sans chauffage, sans abri ou sans lumière. Il existait également des lieux de punition collective, des fosses ou des espaces clos où des mesures dissuasives étaient appliquées face à toute tentative de résistance. Les inspections surprises étaient quotidiennes, les décomptes continus et la surveillance constante. La sensation de vulnérabilité était absolue. Il n'y avait ni intimité, ni silence, ni véritable pause, et la fatigue physique se mêlait à un état d'alerte permanent qui se prolongeait sans horizon. Beaucoup de ceux qui y étaient enfermés passèrent des mois ou des années sans comprendre entièrement pourquoi ils avaient été détenus. Ils ne recevaient jamais de confirmation concernant une éventuelle libération. On les empêchait de maintenir un contact avec l'extérieur et le système refusait de les reconnaître officiellement comme prisonniers de guerre, les laissant dans une sorte de limbo bureaucratique sans nom. Dans des cas exceptionnels, ils parvenaient à recevoir un soutien discret de travailleurs soviétiques avec lesquels ils partagèrent l'espace ou d'habitants locaux qui, sans trop s'exposer, leur offraient des gestes d'aide minimes. Malgré cela, une grande partie ne survécut pas à l'enfermement. Certains disparurent sans laisser de traces. D'autres furent abattus en tentant de s'échapper. Ceux qui réussirent à revenir le firent avec des séquelles physiques évidentes, corps affaiblis, dentition détruite, problèmes pour marcher ou pour voir, réflexes maladroits, tremblements involontaires ou bégaiements. Les rapatriements, loin d'être un processus organisé, se déroulèrent de manière fragmentaire et inégale. Certains prisonniers furent renvoyés dans leur pays en 1949, d'autres durent attendre jusqu'à bien après le début de la décennie suivante. À ce moment-là, l'environnement dans lequel ils retournaient avait complètement changé. Ils se retrouvaient face à des archives perdues, des registres administratifs disparus et des communautés où plus personne ne les attendait. Beaucoup tentaient de récupérer leurs maisons et découvraient qu'elles avaient été occupées par d'autres familles. En cherchant leurs proches, ils constataient qu'ils s'étaient dispersés ou qu'ils n'existaient tout simplement plus. En arrivant au bureau, on leur exigeait des documents prouvant leur identité ou justifiant leur absence, mais dans la plupart des cas, il n'existait aucune preuve officielle de leur captivité. Dans de nombreux dossiers, leurs noms ne furent jamais consignés. Dans les cimetières, il n'y a pas de pierre tombale. Ils ne figurent pas sur les listes et ne sont pas mentionnés lors des commémorations publiques. La plupart finirent enterrés dans des fosses communes, dans des champs sans signalisation, ou furent inhumés en bordure de gare, loin de tout registre. Ceux qui réussirent à traverser la frontière le firent en silence, portant avec eux un poids que ni les tribunaux ni la mémoire collective ne furent disposés à reconnaître. Ils moururent loin de leurs compagnons ou revinrent avec une charge qui les maintint isolés longtemps après avoir été libérés. Malgré le passage des années, l'écho de leur expérience resta présent dans des gestes, des regards ou des cicatrices que personne ne voulut entendre.